Donc le parfum, effectivement, il peut communiquer, mais alors qu'est-ce que ça dit d'une une personne qui achète un flacon de parfum par mois et qui en a 200 dans sa maison? Qu'est-ce que ça dit de la vie, quoi? Qu'est-ce que ça dit de la personne? Est-ce que c'est pathologique? Qu'est-ce que ça raconte de la névrose de la personne, quoi? Mais écoutez, j'avais il y a longtemps une amie qui m'a changé un peu la vie, et parce que je lui disais que pour moi je voulais faire donc le ménage, je n'arrivais pas à bien nettoyer le l'évier ou le plan de travail, et donc elle m'a dit mais ne t'inquiète pas, va au supermarché et achète Cif. Ouais, j'ai acheté ça il y a 35 ans. Depuis ces moments-là, j'achète Cif et c'est magnifique. C'est super. Une autre fois, j'ai dit oui, mais mes étagères, il y a un peu de poussière. Elle m'a dit, écoute, va au supermarché et achète Plis. Moi, je connaissais pas Cif ni Plis. Très bien. Et en plus, c'est fort. Bon, Cif, c'est un produit très très fort, mais ça sent très bon. Et Plis aussi, c'est magnifique. Alors après, donc on s'est constitué un peu de commandes de stock, parce que faut faire les courses et on a un stock de Cif, un stock de Plis, et c'est pour nettoyer donc bien la maison. Mais bon, il peut y avoir des gens qui s'achètent aussi des parfums dans cette optique-là, un peu comme si c'était du Cif ou comme si c'était du Plis, et pour vouloir bien nettoyer sa maison corporelle. Pour bien, et s'il en manque quelque part un flacon, il y a un autre qui va remplacer. C'est une gestion de stock un peu exagérée, mais bon, il y a là. Et ça, cette idée qu'il faut se prémunir, qu'il faut se prévoir, donc, cette question de propreté et de repousser la saleté, de repousser, et donc la saleté par les odeurs que ça peut dégager, n'est-ce pas? Un peu comme sur une surface qui à l'œil humain semble plus ou moins propre, on voit que les mouches, par exemple, elles se trompent pas. Elles vont à certains endroits et pas dans d'autres. Et c'est à ces endroits-là où les mouches elles vont qu'il faut vraiment nettoyer, quoi. Parce que c'est là où c'est sale. Elles ne se trompent pas. Elles savent très bien. Et comment elles font? Et voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, non pas l'intention communicative du plan de travail qui est sale, mais c'est l'information que l'être peut aller trouver sur une surface donnée. Alors, pourquoi les personnes elles vont aussi acheter peut-être, je pense, pour parler de façon plus psychique, c'est que il y a des situations qu'elles ont vécues qui sont assimilées à des situations d'infection, de contagion ou de saleté, et que ce sont des événements difficiles de la vie et catastrophiques de la vie d'une personne, et dont les fragments émotionnels et affectifs, qui sont donc exprimés en termes sensoriels, comme par exemple dans l'olfaction, sont restés là, encore présents chez elle. Et donc, elle commence à avoir tout un travail sur les résultantes de ces événements non résolus, et non pas sur la cause ou sur la source. Et donc, elle va s'occuper de la résultante olfactive seulement. Et donc, utiliser un peu trop de parfums. Vous savez que trop de parfums, ça devient presque le contraire de ce que le parfum voulait, s'il voulait quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Vous voulez dire trop se parfumer ou en posséder trop? Non. Et changer tous les jours, par exemple. Utiliser trop de parfums. D'accord. Utiliser trop à un certain point, ça peut devenir désagréable aussi pour l'autre. Oui. Ça peut devenir désagréable. Vous savez, à Venise, il y a comme il y a la lagune, tout ça, la mer, il y a beaucoup de touristes, etc. Donc, il y a parfois des odeurs très fortes, de l'eau un peu stagnée, etc. Et donc, il y a beaucoup d'hôtels qui ont eu des photophores ou des choses comme ça qui sentent très bons, mais qui sentent super bons. Et vous dites, mais pourquoi autant, n'est-ce pas? Et l'explication, c'est pour voiler l'odeur qui de temps en temps peut émaner de la rue.
Voilà. Et là, les témoignages que j'ai recueillis, ils me parlent plutôt d'une sorte d'amour. Enfin, il y a plus un langage un peu de dépendance presque amoureuse, de gens qui me disent qu'ils se sentent pas complètement eux-mêmes. Enfin, il y a un vrai rapport d'identité, quoi. Comment c'est pas forcément des gens qui se parfument beaucoup d'ailleurs, mais c'est des gens qui vont aller sentir un parfum et qui peuvent se parfumer pour eux-mêmes, mais qui vont parfois aller ressentir un parfum, qui achètent parfois plusieurs fois le même parfum en plusieurs versions, par exemple. C'est pas seulement une histoire de propreté, le parfum, quand même, si. Non. Bien sûr, je vais vous donner juste un aspect de la chose, mais il y a évidemment cet autre aspect dont vous parlez, et puisqu'on n'a pas encore parlé de ça, oui, de la survalorisation des odeurs corporelles et la survalorisation des parfums. Et oui, bien sûr. Alors, très probablement, dans ces témoignages que vous avez recueillis, il s'agit des personnes qui ont une accumulation toute une série de situations très probablement amoureuses qui ont mal tourné, et on essaie de chercher la bonne odeur, puisque dans les parfums il s'agit de la bonne odeur, de l'odeur agréable, hein. On va chercher la bonne odeur comme équivalent d'une protection ou d'un accompagnement affectif émotionnel. Puisque la personne que j'aimais n'est plus là, elle m'a abandonné, elle m'a quitté, j'ai énormément souffert de cette rupture, et ensuite après il y a eu une deuxième, et après il y a eu une troisième, et après je n'y arrive plus, et je vais essayer de compenser ces manques affectifs émotionnels à travers peut-être le parfum que j'ai porté à cette époque-là, quand j'étais avec elle, ou le parfum qu'elle portait, ou alors une essence qui soit le mélange entre ces deux parfums ensemble. Et donc je vais les chercher, ou quelque chose d'équivalent, et je vais essayer de chercher ça, et dans des nouveaux parfums, ou de nouvelles essences, qui vont me rappeler la ruine de tous les restes, hein, comme disait Proust. Bon, donc cette ruine de tous les restes, et c'est ça qui nous intéresse, c'est la ruine affective émotionnelle. Et oui, donc à ce moment-là, le parfum, il peut être utilisé comme on avait dit tout à l'heure. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est celle que vous amenez. Mais il y a une troisième possibilité, qui est comme celle de porter un très joli bijou. Vous avez, qui est presque une œuvre d'art, qui peut être très chère ou pas. D'ailleurs, ça peuvent être des œuvres d'art qui soient des produits des trucs artisanaux. Mais un bijou, quelque chose qui fait un luxe. Vous avez une très jolie broche ou un collier magnifique, ou que pour vous est cher aussi, mais qui est en plus du fait que pour vous c'est cher, c'est affectivement cher, c'est comme une œuvre d'art. Et les parfums, ce sont des œuvres d'art, certains, des œuvres d'art, et c'est un plaisir de les porter, et rien que pour ça. C'est comme si on avait... Un plaisir esthétique, donc. Comment? Un plaisir esthétique. Esthétique. Un plaisir esthétique. Esthétique, c'est ça. Et si vous, par exemple, oui, lorsqu'un homme est habillé en jean, en basket, il est plutôt décontracté, mais si on met un super costume qu'on s'est acheté avec effort, ou pas, n'est-ce pas, avec une belle cravate, et qu'on est habillé comme ça, forcément, tout d'un coup, le corps va avoir adopté une autre posture, parce qu'on porte quelque chose de différent, et donc, quelque part, le costume esthétique peut venir modifier l'esthétique du corps aussi, pendant un temps. Ou en tout cas, l'améliorer un tout petit peu. Et le parfum peut faire ça aussi, je pense. Il y a aussi la ritualisation, j'ai l'impression que certaines personnes qui ont témoigné
m'ont parlé de leur façon assez ritualisée de s'en mettre, de l'échanger. Il y a plusieurs endroits. Le fait que qu'on ritualise comme ça, ils se disent surtout aussi obsédés quoi par le parfum. Est-ce qu'il y a une dépendance, ça peut exister, il y a une réalité clinique derrière cette expression de dépendance olfactive ou il me semble possible qu'il existe une dépendance au même titre que l'addiction à la drogue ou à l'alcool? Oui, bien sûr. Alors, ça dépend comment on dit la chose, parce que là, ça me fait penser donc à un autre aspect, un quatrième aspect, donc la relation avec l'habitation. Vous voyez, chaque habitat et chaque maison, chaque foyer où on habite est un condensé de toute une série d'odeurs et des parfums qui parfois restent depuis plusieurs générations. Ah oui. Et qui captent donc, c'est un peu comme si ça a capté une personnalité sensorielle particulière. Vous avez beaucoup de gens qui habitent à Paris, mais qui ont une maison qui n'est même pas secondaire, c'est presque la maison principale, olfactivement principale, en province. Et c'est dit dans l'immobilier maison secondaire, mais c'est une résidence olfactivement principale, puisque là, ils ont vécu quand ils étaient enfants, quand ils étaient adolescents, quand ils étaient mariés, avec des enfants et tout ça, où il y avait les grands-parents, et tous les villages, etc. Et donc, il y a les tissus de la grand-mère qui sont là, les meubles qui existent là depuis 3 générations ou plus. Et donc, il y a ces sens, encore une fois, d'attachement affectif, de comment dire, de familiarité. Oui, de familiarité et d'appartenance et d'identité personnelle qui parfois manquent dans la vie anonyme des grandes villes. Et alors, si une personne reste dans la grande ville ou qui n'a pas de maison en province ou qui ne peut pas y aller ou qui est coincé enfermé dans la prison de la grande ville, avec toutes ces ruptures amoureuses, avec les ruines affectives, émotionnelles qu'elle traîne, elle peut essayer à un moment donné de compenser ça par annexer, par une survalorisation de l'expérience olfactive d'appartenance. Alors, par exemple, et je connaissais maintenant, il est plus là, mais pendant 10 ans, 12 ans, et il y avait, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que les autres personnes qui font ça sont comme lui, mais je vous donne un exemple un peu fort, mais c'est un clochard qui habitait un peu autour de la rue, donc du numéro 100, 110, 120 de la rue du Cherche-Midi. Parfois, vous pouvez le trouver à la rue Ferrandi, etc. C'était un clochard qui traînait là, qui habitait là, parfois échangeait le trottoir, et qui était très sympathique, mais à un moment donné, il a commencé à se dégrader. Et il était eurasien, je crois, et après, il parlait tout seul. Bon, il n'avait rien dans sa vie, mais il avait un caddie peut-être piqué au bon marché, à la grande épicerie du bon marché, ou dans le Franprix de la rue des Sèvres. Il remplissait son caddie de plein de sacs. Donc c'était sa possession. Donc toute sa vie tenait dans un caddie. Et le caddie était rempli de sacs, un peu comme des sacs de supermarché, en plastique à l'époque, et fermé. Et là-dedans, on ne savait pas ce qu'il y avait. On pouvait imaginer que c'était des vêtements vieux, etc. Mais en fait, quand il faisait chaud, on sentait que c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. En fait, il gardait tous ces excréments à l'intérieur de ces sacs, bien noués, bien fermés, dans son caddie. Et il traînait son caddie dans la rue du Cherche-Midi. Et les jours où il faisait chaud, vous aviez ces parfums-là qui étaient très forts. Mais alors, qui embaumaient la rue, quoi. Qui embaumaient la rue. Mais disons que, alors, ce n'est pas pour, le critiquer que j'ai dit ça. C'est pour essayer d'analyser ce que psychologiquement ça voulait dire pour lui. C'était ses possessions, c'était sa familiarité, c'était son expérience sensorielle, c'était la chose à laquelle
qui l'appartenait et à laquelle il appartenait. Il n'avait plus rien dans la vie, sinon ça. Vous voyez? Et quelque part, ça a éloigné un peu les gens de lui, parce que après, vous n'aviez plus tellement envie de parler avec lui comme avant, évidemment. Mais, et il commençait déjà à partir du monde, quoi. Il commençait déjà à se séparer de la relation humaine. Et ce qui se passe dans la toxicomanie, dans l'alcoolisme, etc., est aussi ça, on commence un peu à s'éloigner. On pense que l'alcool ou les drogues nous rapprochent des gens, dans un premier temps peut-être, mais si on tombe vraiment dans la toxicomanie ou l'alcoolisme, on commence à s'éloigner de l'expérience humaine. On devient une substance chimique, comme si on était enfermé dans une bouteille. Et oui, donc je pense que là, ces monsieur-là, ces clochards, ils revenaient un peu comme à la base sensorielle de départ, là où domine l'olfaction, quoi. D'accord.